mon client, M. Hardy, voit une dame au sol avec un couteau planté dans la poitrine. Putain, je l'ai tué là. Mais vous faites quoi là? Allez, on se casse. Et l'individu qui était à côté d'elle disait c'est un accident, c'est un accident. Il faut partir, c'est un accident. Nous sommes le 31 décembre 1996 à Brison-Saint-Innocent, un petit village savoyard situé au bord du lac du Bourget, tout près d'Aix-les-Bains. Il est 8 h du matin, le soleil se lève à peine, mais un homme se dirige déjà vers son lieu de travail. C'est Daniel Princic, le jardinier d'une riche veuve du village, Anne-Marie Pignal, 76 ans. Elle vit dans cette demeure, située un peu en retrait du village. Le jardinier Daniel Princic ouvre la porte de la maison de sa patronne, Anne-Marie Pignal. Et là, entre l'entrée et la cuisine, il tombe sur le corps inanimé de sa patronne, qui gît sur le dos, un couteau planté dans le thorax à la région du cœur. En se rapprochant, Daniel Princic s'aperçoit que la septuagénaire n'est pas morte. Son jardinier me demande si c'est un accident ou si elle a été agressée. Elle ne répond pas. Immédiatement, le jardinier prévient les secours. Quelques minutes plus tard, à 8 h 20, les pompiers arrivent à la résidence d'Anne-Marie Pignal. Le pouls de la vieille dame est lent, mais elle ne semble pas avoir perdu beaucoup de sang. Les sauveteurs décident d'ailleurs de ne pas retirer le couteau afin d'éviter tout risque d'hémorragie. Le couteau bougeait au rythme des pulsations cardiaques. Il était juste collé contre le cœur. Anne-Marie Pignal, toujours consciente, est emmenée sur une civière. Dans le véhicule qui la conduit à l'hôpital, les pompiers vont effectuer une transfusion sanguine pour lui permettre de retrouver une tension artérielle correcte. Et la victime retrouve la force de parler, et voici ce qu'elle confie au sauveteur. J'attendais mon fils. Quelqu'un a frappé à la porte. Je pensais que c'était lui. Je ne me suis pas méfiée. J'ai ouvert, on m'a sauté dessus. On m'a attrapé le cou. Je ne pourrais pas décrire mes agresseurs, mais ils étaient au moins 2. À 8 h 45, l'ambulance transportant Anne-Marie Pignal arrive au centre hospitalier de Chambéry. Les médecins décident de réaliser en urgence une ablation du poumon gauche qui a été sévèrement touché. Seulement, après 2 heures d'intervention, Anne-Marie Pignal décède au bloc opératoire. Il est 10 h 42. Au même moment, à Brison-Saint-Innocent, les gendarmes inspectent la scène de crime. Recherche d'empreintes, de traces ADN ou de tout autre indice pouvant les conduire sur une piste. Ils ne doivent pas perdre une seule seconde. Les enquêtes, en général, elles se gagnent ou elles se perdent dans les premières heures. La piste que privilégient les enquêteurs est celle d'un crime crapuleux. Il faut dire qu'Anne-Marie Pignal était riche, très riche, milliardaire même. Son défunt mari, Félix Pignal, n'était autre que le PDG d'Hitachi France. Un homme réputé pour sa générosité. La famille Pignal était très honorablement connue à Brison-Saint-Innocent. Monsieur Pignal, avant son décès en 92, avait fait beaucoup de choses pour la commune et en particulier avait donné la somme de 1 million de francs de l'époque pour construire une résidence pour personnes âgées. Cette résidence existe toujours et porte toujours son nom. Et justement, cette richesse connue de tous a très bien pu attirer des convoitises. La fortune de Madame Pignal, son train de vie, la maison qu'elle occupait, attirait forcément des visiteurs, entre guillemets. Et depuis quelques mois, les forces de l'ordre sont confrontées à une série de cambriolages envers les retraités de la région. C'est donc tout naturellement la piste que vont favoriser les enquêteurs. Précisément, au cours du dernier trimestre 96,
il y a eu un certain nombre d'agressions de personnes âgées et nous, on s'est quand même interrogé sur la similitude du mode d'agression. Pourtant, lors de la perquisition de la maison, plusieurs éléments étonnent les gendarmes. D'ailleurs, le patron de l'enquête, le capitaine Manuel Noguera, commence à mettre en doute la thèse du cambriolage. Il n'y a pas eu d'effraction, aucune fouille n'est constatée. Nous découvrons même sur sa table de chevet une somme de 6 000 francs en espèces qui n'a pas été dérobée. Les constatations réalisées dans tout le reste de la maison, dans toutes les pièces, démontrent qu'il n'y a eu aucune fouille. Ce qui nous semble un peu bizarre, nous, c'est que rien n'ait été dérobé. Maintenant, c'est vrai que l'hypothèse que rien n'ait été dérobé est que la personne a peut-être été dérangée, notamment par l'arrivée de M. Princic ce matin-là. Faute d'éléments, les gendarmes écartent donc la piste du vol qui a mal tourné et partent à la recherche de nouveaux indices autour d'Anne-Marie Pignal. Qui pouvait lui en vouloir? Si ce n'est pas un crime de rôdeur, qui pouvait en vouloir à Madame Pignal? Pour relancer l'enquête, les gendarmes misent beaucoup sur les résultats des premières analyses scientifiques. Mais une série de négligences et de malchance va leur compliquer la tâche. Il se trouve qu'il y avait une Madame Pignal qui était mourante. Les secours sont arrivés, c'est normal, on a essayé de sauver cette dame qui était en train, malheureusement, de mourir sous les yeux d'un grand nombre de personnes. Mais on n'a pris aucune précaution. D'abord, les enquêteurs comptent sur les traces qu'ont dû forcément laisser les agresseurs autour de la maison. Il se trouve que ce 31 décembre, il avait neigé pas mal. Il y avait entre 2 et 5 cm autour de la maison de neige. Pourtant, contre toute attente, ces traces vont se révéler totalement inexploitables. La neige qui revêtait le jardin de la maison était souillée de toutes les empreintes de pas des secours, alors que normalement, il y avait les empreintes de pas de celui ou de ceux qui étaient venus tuer Madame Pignal. Les gendarmes espèrent alors que l'expertise de l'arme du crime leur permette d'en savoir plus. Mais là encore en vain, car une fois retiré du thorax d'Anne-Marie Pignal à l'hôpital, le couteau a été stérilisé. On n'avait pas pris les précautions fondamentales qui auraient normalement dû préserver les éventuelles traces sur le manche. C'est une négligence de la part de l'hôpital, qui ne savait pas que c'est une... Mais bon, quand on voit arriver quelqu'un avec un couteau planté dans le thorax, on doit bien se douter que c'est pas forcément accidentel. Donc il y a quelques précautions qui doivent être prises. Bon, on avait peut-être affaire à des infirmiers ou une infirmière un peu trop novice. Autre déception, les experts scientifiques ont trouvé un cheveu sur une nappe saisie au domicile d'Anne-Marie Pignal, un cheveu qui n'appartient pas à la victime. Mais les procédures n'ont pas été respectées et ce cheveu s'avère lui aussi inexploitable. De la même manière, la scène de crime n'ayant pas été protégée, aucune des empreintes digitales relevées ne peut être utilisée. Sur la scène de crime, il n'y a aucun indice matériel ou aucune trace qui permette d'identifier le ou les auteurs de l'agression. Seul indice fourni par l'expertise balistique, la taille de l'agresseur. Une atteinte effectuée par un agresseur de taille supérieure à sa victime. L'ennui, c'est qu'Anne-Marie Pignal ne mesurait qu'1,53 m et donc son agresseur ressemble forcément à Monsieur Tout-le-Monde. Pas de traces de pas, pas d'empreinte, aucun ADN. Les enquêteurs ne possèdent pas le moindre indice. L'affaire s'annonce particulièrement difficile. Mais les résultats de l'autopsie et les témoignages de quelques voisins vont leur permettre de reconstituer en partie les dernières heures de la vie d'Anne-Marie Pignal. Une chose est sûre, la victime était réveillée à l'heure du crime. Une voisine confirme avoir vu la lumière s'allumer dans la maison d'Anne-Marie Pignal entre 7h et 7h15. Comme à son habitude, la victime a ouvert ses volets et s'est habillée. Enfin, comme l'atteste l'autopsie, Anne-Marie a dû prendre son petit déjeuner. Personne n'a vu les agresseurs, mais le meurtre a forcément eu lieu entre le réveil d'Anne-Marie Pignal et l'arrivée de Daniel Princic, soit entre 7h et 8h du matin. Les enquêteurs disposent de très peu d'éléments, simplement une petite plage horaire pendant laquelle le crime a forcément été commis. Ultime information pour les enquêteurs, des riverains ont entendu une voiture longer la maison d'Anne-Marie Pignal vers 7h30.
Il y a eu une voisine et un voisin également. Ils ont tous les deux bien entendu une voiture venir le matin très très tôt, mais ils n'ont pas apporté d'éléments tangibles. Pas de couleur de voiture, pas de marque, et puis après plus de traces. À cette étape de l'enquête, les gendarmes sont dans l'impasse. On balaye assez large toutes les pistes possibles, surtout quand on n'a aucun élément matériel à ce moment-là, tout de suite à se mettre sous la dent. Parmi les suspects possibles, Daniel, le jardinier. Après tout, c'est lui qui a découvert le corps. L'homme est interrogé et il va faire une révélation à propos de l'arme du crime. Le jardinier, quand il est interrogé par les enquêteurs, juste après leur arrivée, il va dire qu'il connaît très bien l'arme du crime. Il s'agit d'un couteau à pain et à décongélation qui se trouve donc dans un tiroir de la cuisine. Seulement, le jardinier semble dévasté par la mort de la vieille dame. Il s'entendait très bien avec elle et puis il a appelé les secours alors qu'elle était encore en vie. Rapidement, les enquêteurs décident de le mettre hors de cause. Le jardinier était quelqu'un qui n'était un homme à la personnalité tout à fait ordinaire au bon sens du terme. Donc non, il n'y a pas eu de recherche particulière faite dans cette direction et il n'y avait sans doute pas forcément à faire. Les enquêteurs ne disposent d'aucun indice, mais il leur reste une piste à exploiter. Dans l'ambulance qui la transportait à l'hôpital, Anne-Marie Pignal a eu le temps de dire qu'elle attendait son fils. Alors il est temps pour les enquêteurs de s'intéresser de plus près à lui. Dans les jours qui suivent, les gendarmes auditionnent voisins, amis et membres de la famille d'Anne-Marie Pignal. Ils s'intéressent plus particulièrement à ses deux enfants. Sa fille d'abord, qui est une fille qu'elle a adoptée en 1961, une fille qui est mariée, qui a elle-même des enfants, qui vit simplement, c'est une femme sans histoire. D'après les éléments du dossier, elle était rigoureuse dans la gestion, elle tenait sa famille tout à fait normalement, et il n'y avait pas de difficulté, elle avait de très bonnes relations avec sa mère la voyait régulièrement. Elles s'entendent parfaitement bien et leurs relations ont toujours été au beau fixe. Du côté de son frère, Hugues, les choses sont plus compliquées. Entre discothèques, bars et casinos, depuis plusieurs années, il mène un train de vie bien au-dessus de ses moyens. Oui, c'était un personnage qui aimait s'entourer de gens de la nuit, qui sortaient énormément, qui dépensaient beaucoup. Hugues Pignal, ça n'était pas un secret, était quelqu'un d'extrêmement dépensier. Il avait dépensé des sommes fabuleuses, il menait un train de vie extravagant. Il y avait une générosité pour tout ce cercle amical. C'est un homme fort en gueule, qui a de la gouaille, qui fréquente des gens pas toujours très recommandables. Il est beaucoup dans les milieux de la nuit, dans les bars de nuit, les discothèques. Il fréquente beaucoup les milieux interlopes d'Aix-les-Bains et des petits voyous qui sont parfois connus de la police. Seulement, les gendarmes vont découvrir que ce comportement très dépensier n'est pas sans conséquences. Hugues Pignal connaît de très gros problèmes d'argent. Il était, au moment des faits, dans une situation dramatique sur le plan financier. Il a des emprunts qu'il n'a pas remboursés, des emprunts à des particuliers, qu'il a fait à des particuliers, 60 000 francs pour l'un, 35 000 francs pour l'autre. Ses comptes personnels sont largement débiteurs. Il est interdit de chéquier, tout comme sa concubine. Ça paraît fou. Depuis 2 ans, Hugues Pignal est propriétaire d'un club de squash à Vivier-du-Lac, un petit village sur les rives du lac du Bourget. Mais le club est au bord de la faillite. Au total, Pignal a accumulé près de 200 000 francs de loyer de retard, soit 30 000 €. Et ce n'est pas tout. Il était très endetté à travers des pensions alimentaires qu'il devait verser à ses 2 premières femmes, avec qui il avait eu respectivement 2 et 1 enfant. Une situation financière d'autant plus dure à expliquer qu'à la mort de son père en 1992, le fils a touché 6 millions de francs d'héritage, près d'1 million d'euros. Une somme colossale qu'il a dilapidée en moins de 5 ans.
il flambe. D'ailleurs, il nous l'a dit, l'argent lui brûle les doigts. Autant sa sœur avait préservé cette somme en la plaçant et en vivant des intérêts que lui procuraient ces 6 millions de francs, lui, Hugues Pignal, s'était empressé de les dépenser. Notamment par l'achat d'une maison, enfin la construction d'une maison à Puny-Châtenot, une maison de luxe, hein, des achats de véhicules de luxe, hein, Porsche, des motos, bateaux, des voyages divers. Par exemple, après son deuxième divorce, il va épouser Viviane et il va emmener la quarantaine de convives en Corse, à Porto Vecchio, pour fêter le mariage. Et il va les emmener à ses frais en avion en Corse. Monsieur Félix Pignal avait dit, en parlant de son fils, de toute façon, après moi, il bouffera tout. En cette fin d'année 1996, Hugues Pignal a donc de gros problèmes d'argent. Et pourtant, les gendarmes vont découvrir que l'un de ses comptes bancaires s'élève à 12 millions de francs. Problème, il n'est pas le seul titulaire de ce compte. Sa mère, Anne-Marie Pignal, en conserve l'usufruit et elle peut en disposer comme elle veut. En attendant sa mort, Hugues n'a donc qu'une seule solution pour profiter de cet argent, obtenir l'accord de sa mère. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il se montre insistant. Quand elle voyait Hugues Pignal, il se fixait rendez-vous par écrit ou par téléphone et elle notait le rendez-vous, elle prévenait le jardinier chaque fois qu'elle avait rendez-vous avec Hugues Pignal. Il n'avait de cesse après de harceler sa mère pour lui soutirer de l'argent et elle avait déjà donné des sommes fantastiques. Elle a régulièrement épongé les dettes de son fils, même si elle aurait souhaité ne pas le faire, pour pas que le nom de Pignal soit sali par les dépenses et les ardoises que laissait Hugues Pignal un peu partout. Et Hugues Pignal ne supportait pas de devoir, en quelque sorte, supplier sa mère pour avoir de l'argent. Au fil du temps, les relations entre la mère et le fils deviennent de plus en plus houleuses. Pour preuve, cette lettre que nous nous sommes procurée, datée du 6 janvier 1995, rédigée par Anne-Marie, à l'attention de Hugues. Bonjour Hugues, qui est toujours mon fils. Comment te rendre crédible alors que tu cherches à Aix à te faire passer pour un caïd fortuné qui roule les épaules? Je t'en prie, ne continue pas ainsi. Ni ton père ni moi ne t'avons donné un tel exemple. Je compte encore sur toi et t'embrasse maternellement, ce qui n'exclut pas le désaveu de tes attitudes. Une telle animosité pourrait-elle justifier le crime ? 3 janvier 1997, gendarmerie de Chambéry. Les enquêteurs auditionnent Hugues Pignal et à leur grande surprise, dès les premières minutes, l'homme ne cache pas ses ennuis bancaires. Effectivement, il nous confirme qu'il est très dépensier, qu'il devait de l'argent et que grâce au compte Indivi, il va pouvoir combler ses dettes. Les gendarmes demandent ensuite à Hugues Pignal de détailler son emploi du temps le jour du meurtre. Quand les enquêteurs vont l'interroger pour savoir où il était le 31 décembre 1996 au petit matin, Hugues Pignal n'hésite pas. Hugues confirme qu'il avait bien rendez-vous avec sa mère ce matin-là. Il devait lui faire signer des papiers et récupérer des cartons dans son garage. Il était prévu qu'il passe chez elle entre 8h et 9h, et voici ce qu'il dit avoir fait auparavant. Hugues Pignal se serait réveillé à 7h dans sa maison située sur les hauteurs d'Aix-les-Bains. Il aurait pris sa voiture, un véhicule de type 205 commercial blanche, pour se rendre dans le centre d'Aix-les-Bains, avenue du Grand Port, à moins de 10 minutes de chez lui. Il se serait d'abord arrêté à la boulangerie pour acheter des pains au chocolat, puis à la maison de la presse pour acheter le journal. D'ailleurs, il aurait croisé une connaissance, un certain Stéphane Chaban. Quelques instants après, il aurait pris un café au bar du Soleil. Il fait état d'une conversation qu'il a entendue dans un bar où il a pris un café. Donc il a comme ça un certain nombre de... Il est capable de donner un timing très précis de cette matinée. Enfin, Hugues Pignal serait rentré chez lui vers 7h45 et se serait recouché quelques minutes. Son épouse Viviane le confirmera aux gendarmes,
Elle ajoutera d'ailleurs que son mari aurait été réveillé par le coup de téléphone paniqué de sa sœur, Hélène. Sa sœur qui indique que Madame Pignal s'est blessée, qu'il lui arrivait quelque chose de grave, voilà. Les gendarmes décident de vérifier l'emploi du temps d'Hugues Pignal. Ils partent à la rencontre d'éventuels témoins. Il fallait faire la lumière sur les lieux où il s'était vraiment rendu ce matin-là et vérifier ses alibis. Mais rapidement, les enquêteurs découvrent que peu de personnes se souviennent de la présence d'Hugues Pignal au matin du 31 décembre. Ni la boulangère, ni le marchand de journaux, ni même le tenancier du bar du Soleil ne sont réellement certains de l'avoir vu. Toutes ces déclarations sont très contradictoires. Chaque fois qu'il dit quelque chose, il y a quelqu'un pour intervenir pour dire le contraire. Pourtant, un homme confirme avoir croisé Pignal ce matin-là vers 7h10. C'est Stéphane Chaban, l'homme qu'il a rencontré devant le marchand de journaux. L'alibi est maigre, certes, mais pour les gendarmes, il existe. Qu'il n'aurait pas eu d'alibi, c'est pas quelque chose que je trouvais très important dans le dossier. Parce que sur les horaires, vous savez, on ne passe pas son temps à regarder sa montre. Le témoignage visuel est quand même très fragile. Les commerçants peuvent l'avoir, il a pu être là et que le commerçant ne s'en souvienne plus. Donc pour moi, c'était pas quelque chose favorable ou défavorable qui avait de l'importance dans le dossier. L'incertitude quant à son alibi n'est pas suffisant aux yeux des enquêteurs, évidemment, pour espérer accuser Hugues Pignal ou même tout simplement le placer en garde à vue et le confondre dans le crime qu'il tente d'élucider alors. Les gendarmes laissent donc Pignal en liberté tout en continuant à enquêter sur lui. Et rapidement, ils vont se rendre compte que depuis quelque temps, ses problèmes financiers se sont particulièrement aggravés. En passant les comptes d'Hugues Pignal à la loupe, les gendarmes découvrent deux informations capitales. La première, c'est qu'en cette fin d'année 1996, l'homme a reçu 2 sommations d'huissier lui réclamant un total de 200 000 francs. C'était le 30 décembre 1996, la veille du meurtre. Ils apprennent aussi que les relations entre Anne-Marie Pignal et son fils étaient devenues si tendues que celle-ci avait pour projet de le déshériter en partie. Sa mère en avait assez des dépenses de son fils et voulait par tout moyen essayer de freiner ces dépenses. Il y avait des tensions. Anne-Marie Pignal, qui était une femme de caractère, extrêmement bonne gestionnaire, puisqu'elle avait en charge la gestion de toute cette fortune accumulée pendant des années de travail par le père Pignal. C'est vrai que elle était confrontée à un personnage qu'elle devait considérer comme étant irresponsable. Et notamment, elle avait envisagé de modifier le testament qui était en sa faveur pour donner une partie de sa fortune non pas à son fils mais à ses petits-enfants. Ça lui l'avait appris et ça l'avait véritablement contrarié. Plus incroyable encore, les enquêteurs découvrent qu'Hugues Pignal a dépensé une partie importante de l'héritage de sa mère quelques jours à peine après l'avoir touché. Il avait besoin d'argent frais. Donc il y a eu l'héritage qui est arrivé et comme par hasard, ces affaires qui périclitaient ont commencé à aller un petit peu mieux parce qu'il a remboursé un certain nombre de choses. Et en particulier, il y avait ce squatch dont il s'occupait à Viviers-du-Lac. Et comme par hasard, pratiquement du jour au lendemain, le squash n'était plus à vendre. Face à ces éléments, les gendarmes pensent avoir trouvé le mobile parfait. Et ils imaginent un scénario possible. Acculé par ses problèmes financiers, Hugues aurait pris rendez-vous avec sa mère, prétextant des papiers à signer et des cartons à déménager. Le 31 décembre, elle lui aurait ouvert sans se méfier et il l'aurait poignardé. La théorie des enquêteurs semble se tenir à un détail près, un détail de poids. Si Hugues Pignal a agressé sa mère, pourquoi ne l'a-t-elle pas dénoncé dans l'ambulance ?
Anne-Marie Pignal, quand elle a parlé aux médecins urgentistes, mais également à son jardinier, n'a jamais cité le nom d'Hugues Pignal. Il lui aurait été facile de dire que parmi les agresseurs se trouvait son propre fils. Donc on a déjà un premier élément absolument évident, c'est que la victime elle-même n'accuse pas son fils. Les gendarmes ne disposent d'aucune preuve matérielle ni de témoignages directs. Pendant plusieurs mois, l'enquête piétine. Et c'est grâce au hasard que l'affaire va être relancée. Mai 1997, les gendarmes de Chambéry entendent un certain Philippe Couvert pour une affaire de stupéfiants, affaire qui a priori n'a rien à voir avec le meurtre d'Anne-Marie Pignal. Philippe Couvert, c'est un petit escroc qui a déjà eu des soucis pour vol également. Et il est placé en garde à vue donc, dans le cadre de cette petite affaire. Et il espère pouvoir tirer son épingle du jeu. C'est-à-dire que très vite, il dit aux enquêteurs « Moi, j'ai des révélations à vous faire sur l'assassinat de Madame Pignal. » Philippe Couvert commence par expliquer qu'il connaît le fils de Madame Pignal, puisqu'ils ont été en relation d'affaires. Philippe Couvert connaît bien Hugues Pignal pour avoir été gérant quelques années auparavant du club de squash détenu par Hugues Pignal. Mais Philippe Couvert explique surtout que par hasard, dans un bar, il a surpris une conversation suspecte entre Hugues Pignal et un autre homme, Patrick Balland. Et derrière lui, il reconnaît les voix de Hugues Pignal et de Patrick Balland, deux amis à lui. Patrick Balland disant à Hugues Pignal « T'as vu ce que tu m'as fait faire, tu m'as mis dans une galère ». Cette dispute avait-elle un lien avec la mort d'Anne-Marie Pignal? Et qui est ce Patrick Balland avec qui Hugues Pignal s'entretenait? Les gendarmes n'ont jamais entendu parler de Patrick Balland. Ils ne savent pas qui il est. Alors évidemment, ils vont se renseigner sur lui. Ils apprennent que c'est un ancien portier de discothèque, fort en gueule, qui aime bien aussi fréquenter les milieux de la nuit et dépenser de l'argent un peu sans compter. Un peu à la façon du Hugues Pignal, mais sans le côté flamboyant que peut avoir Hugues Pignal à travers ses dépenses. Mais lors de son interrogatoire avec les gendarmes, Philippe Couvert ne va pas s'arrêter là. Il va faire des révélations beaucoup plus directes. Par la suite, Patrick Balland reverra Couvert et Couvert lui demandera pourquoi il y a eu cette dispute entre Hugues Pignal et toi. Il dira mais j'étais avec Hugues Pignal quand il a tué sa mère ce matin-là et il m'a mis dans la galère. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, les gendarmes ont enfin de quoi accuser Pignal. Mais peuvent-ils se fier au témoignage de Philippe Couvert, petit escroc qui semble ne pas porter Hugues Pignal dans son cœur? Dans ce dossier, on n'a que des personnalités qui sortent un peu de l'ordinaire. On a ce monsieur Couvert, dont on sait qu'il a un conflit très vif avec monsieur Pignal. Je crois qu'ils se détestent. Et oui, puisque Pignal avait racheté le squash. Donc il y avait un conflit d'intérêts économiques. Et ils se sont connus à un moment donné, mais vraiment ils ne s'aiment pas. S'agit-il d'une simple vengeance entre deux concurrents? Philippe Couvert accuse-t-il à tort les deux hommes? Pour le savoir, une seule solution, confronter Balland et Pignal. 3 juin 1997, Hugues Pignal et Patrick Balland sont convoqués à la gendarmerie de Chambéry. Interrogés, les deux hommes réfutent entièrement le récit de Philippe Couvert. D'ailleurs, à les en croire, ils ne se connaissent même pas. C'est vrai que pour eux, il n'y a pratiquement pas de lien entre eux, ils se connaissent pas, ils se fréquentent tout juste. Et face aux gendarmes qui ne savent plus qui croire, Hugues Pignal retourne l'accusation. Hugues Pignal va même d'ailleurs aller jusqu'à dire que Philippe Couvert est vraisemblablement le meurtrier, le bras armé qui a tué sa mère. Faute de preuves, les gendarmes sont bien obligés de laisser repartir Pignal et Balland. Donc avec le magistrat, nous décidons de lever la garde à vue puisque nous n'avons pas plus d'éléments concernant le dossier, l'agression de Madame Pignal. Mais ils ne vont pas baisser les bras pour autant. Non seulement les deux suspects sont placés sur écoute, mais ils vont être pris en filature et surveillés. C'est ainsi que les gendarmes vont découvrir que Pignal et Balland, qui affirmaient ne pas se connaître, semblent en réalité inséparables.
Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que nous constatons que Patrick Balland et Hugues Pignal ne se lâchent plus. Ils sortent ensemble régulièrement, ils partent en vacances ensemble régulièrement. L'impression que la garde à vue les a libérés de quelque chose. Voilà. Alors, soit ils pensent qu'ils ne sont plus surveillés, soit la garde à vue les a rapprochés. J'opte plutôt pour la première solution. En fait, les gendarmes vont comprendre très vite que ces deux hommes-là se connaissent de longue date, mais qu'ils avaient gardé leur relation secrète. Pourquoi l'aurait-il gardée secrète? Est-ce que c'est parce qu'elle est en lien avec l'assassinat d'Anne-Marie Pignal? Les enquêteurs, à cette époque, s'interrogent encore. Pignal et Balland se connaissent depuis très longtemps. Les gendarmes en sont désormais persuadés. Mais une énigme subsiste. Pourquoi ont-ils caché leur amitié? Ils obtiendront la réponse grâce à un troisième homme. Les gendarmes le savent. Le téléphone est l'un des moyens les plus faciles pour piéger un suspect. Ils décident donc de fouiller dans les relevés téléphoniques de Patrick Balland. Le résultat ne se fait pas attendre. Il concerne le jour du meurtre d'Anne-Marie Pignal. Donc le 31 décembre 1996, à 6h45, un appel est émis depuis le domicile donc, de Patrick Balland vers un numéro qui s'avérera être un numéro tatou. Et c'est un appareil, un récepteur sur lequel on peut recevoir un numéro de téléphone. Patrick Balland, depuis son domicile, contacte un certain Jean-Claude Hardy. Il lui envoie un message sur un récepteur tatou, comme s'il s'agissait un peu d'un réveil matin. Jean-Claude Hardy. Les gendarmes se renseignent sur ce trentenaire, un ex-videur de discothèque au casier judiciaire vierge. C'est quelqu'un de simple, de paisible, de serein. On le décrit par ailleurs dans le dossier comme quelqu'un de sportif, qui fait de la musculation. C'est vrai qu'il a la chance d'avoir un physique costaud. Alors effectivement, il a pu travailler comme portier dans une boîte de nuit, parce que dans le milieu d'Aix, il y a des boîtes de nuit, et ce genre d'individu, parce qu'on y connaît Balland, il connaît d'autres, a pu travailler dans ce secteur. Il a fait plusieurs petits boulots, et encore une fois, sans conduite délinquante avérée. Dans un premier temps, les enquêteurs décident de ne pas interpeller cet homme. Ils veulent continuer à l'observer sans qu'il ne se doute de rien. Parallèlement, ils épluchent ses relevés bancaires et apparemment Jean-Claude Hardy a des goûts de luxe. Ils vont s'apercevoir là que Jean-Claude Hardy vit lui aussi un peu au-dessus de ses moyens. Notamment, il va partir en vacances aux Antilles avec sa compagne et aussi il dépense de l'argent un peu sans compter, en tout cas bien au-delà de ce qu'il peut gagner en sa qualité de portier de nuit. Il a fait 2 séjours en Martinique alors que lui-même ne travaille pas. D'où Jean-Claude Hardy tire cet argent? Les enquêteurs vont découvrir quelque chose d'étonnant. L'homme reçoit régulièrement des enveloppes de la part de Patrick Balland, des enveloppes remplies de billets. Le calcul, les rapprochements et les aveux des uns et des autres, sur ce point, permettent de dire que M. Hardy aura touché entre 70 et 100 000 francs de l'époque en une dizaine d'enveloppes, en espèces qu'il dépensait au fur et à mesure. Pourquoi Balland remet-il de l'argent à Hardy? Et quel est le lien entre les deux hommes et Hugues Pignal? Pour l'instant, nous n'avons pas de lien direct entre Jean-Claude Hardy et Hugues Pignal. On sait qu'ils ont des relations ensemble, que de l'argent passe de main en main, mais on ne sait pas qui fait quoi et à quel moment. Encore une fois, c'est un appel téléphonique qui va donner un coup de pouce aux enquêteurs. 10 août 1999. Les gendarmes interceptent un appel crucial. Hardy, qui se trouve chez Patrick Balland, tente de joindre Hugues Pignal, mais c'est Viviane, sa femme, qui décroche. Il lui a dit qu'il faut absolument qu'il voie Hugues de toute urgence. Cet appel téléphonique, qui de surcroît était accompagné d'une manipulation pour cacher le numéro, est un élément supplémentaire qui conduisait les enquêteurs à se dire il est clair qu'il y a une demande d'argent, ou en tout cas une attente d'argent de la part de M. Hardy, en direction de Pignal. Pour les gendarmes, cela ne fait plus aucun doute. Hardy, Balland et Pignal sont liés au meurtre d'Anne-Marie Pignal. Reste à déterminer comment. Ils n'ont plus le choix, ils vont devoir réussir à faire parler Jean-Claude Hardy.
Nous sommes le 11 octobre 1999. Les gendarmes savent que Jean-Claude Hardy est venu passer le week-end dans un hôtel du centre-ville de Chambéry. Pour eux, le moment est venu de l'interpeller. Nous interpellons Jean-Claude Hardy avec sa concubine. Ils sont placés tous les deux en garde à vue. Emmené à la gendarmerie de Chambéry, Jean-Claude Hardy commence par nier catégoriquement toute implication dans le meurtre d'Anne-Marie Pignal. Les enquêteurs l'interrogent alors sur les sommes d'argent que lui a remis Patrick Balland. Et là encore, il ne se démonte pas, il trouve immédiatement une explication. L'argent que me fournissait Balland provenait d'un trafic de drogue. Il va d'abord dire qu'ils sont liés à un trafic de drogue. On comprend aisément que Jean-Claude Hardy préfère s'impliquer dans un trafic de drogue plutôt que de dire qu'il a éventuellement participé à un crime. Les gendarmes vont alors faire écouter à Jean-Claude Hardy l'enregistrement de l'appel qu'il a passé à Viviane Pignal. Et là, Hardy comprend qu'il est piégé. Là, il craque. Il nous demande à pouvoir parler à sa concubine, Sophie Dziobek. Pouvoir l'embrasser une dernière fois. Donc là, on se dit qu'il a des révélations à nous faire. Donc effectivement, nous acceptons qu'il puisse embrasser une dernière fois Sophie Dziobek. J'écoute, moi, ce qu'il lui dit de manière proche. Il lui dit « Tu sais, j'y suis pour rien, j'y suis pour rien ». Et il l'embrasse plusieurs fois et il se met à pleurer. Comme elle, et elle ne comprend pas. Et là, il s'explique. Voici ce que Jean-Claude Hardy explique aux enquêteurs. Patrick Balland m'a demandé 1 ou 2 jours avant le 31 décembre si j'étais intéressé pour participer à un déménagement. Ce jour-là, il est venu me chercher de bonne heure dans une voiture commerciale blanche. Ensuite, Hardy explique que Balland n'était pas seul ce matin-là, mais il n'apprendra l'identité de l'inconnu que bien plus tard. Jean-Claude Hardy ne sait pas qui l'accompagne. Il sait que Patrick Balland est dans le véhicule, mais il ne sait pas qui est l'homme qui est derrière le volant. Cet homme qui est derrière le volant, c'est Hugues Pignal, mais lui ne l'a jamais rencontré à cette époque-là. Jean-Claude Hardy raconte qu'il est ensuite conduit par les 2 hommes vers une destination inconnue. Emmené devant une maison dans la banlieue d'Aix, ne connaît pas les lieux. Patrick Balland et lui-même ont attendu à l'extérieur pendant que le 3e individu, frappé à la porte, était reçu par une dame d'un certain âge qui était venue lui ouvrir. Et M. Hardy nous dit j'ai entendu des éclats de voix. Ce monsieur est rentré avec la dame à l'intérieur de la propriété. Nous sommes restés à l'extérieur à attendre quelques instants. Les éclats de voix ont perduré. Puis un silence, ce qui les a poussés donc à rentrer rapidement dans la maison. Mon client, M. Hardy, voit une dame au sol avec un couteau planté dans la poitrine. Putain, je l'ai tué là. Mais vous faites quoi là? Allez, on se casse. Et l'individu qui était à côté d'elle disait c'est un accident, c'est un accident. Il faut partir, c'est un accident. Et M. Hardy a toujours indiqué, pour moi elle était morte, elle avait les yeux révulsés, complètement inconsciente. Pour moi elle était morte. Donc il quitte rapidement les lieux. Il remonte dans ce véhicule, l'individu reprend le volant, Balland, si ma mémoire est bonne, place passager, Hardy derrière. L'individu que mon client ne connaissait pas était énervé, tapait sur le volant en disant « C'est un accident, personne ne va nous croire, personne ne nous a vus. » C'était un accident, bordel, c'était un accident. Vous ne dites rien à personne. Je crois qu'il leur a dit, en tout cas ça s'est révélé plus tard, je vous indemniserai pour votre silence. Au total, Jean-Claude Hardy explique avoir touché près de 100 000 francs de la part de Pignal par l'intermédiaire de Balland. Les enquêteurs n'en reviennent pas. Le videur vient de leur apporter le témoignage qu'ils attendaient depuis 2 ans. Les enquêteurs tiennent vraiment, c'est vraiment le coup de théâtre, puisque les enquêteurs tiennent vraiment une piste sérieuse et en tout cas suffisamment d'éléments pour inquiéter Hugues Pignal et par ricochet Patrick Balland. Dans les 48 heures qui suivent, les enquêteurs vont interroger Balland, puis Pignal.
Mais face à ces deux hommes qui nient fermement toute implication dans le meurtre et en l'absence de preuves, les gendarmes sont obligés de les libérer. Ils ont été remis en liberté par la chambre d'instruction, estimant qu'il y avait des gages de représentation et qu'ils pouvaient attendre en liberté que le procès d'assises intervienne. Cela va faire près de 3 ans qu'Anne-Marie Pignal a été assassinée. On pense que cette histoire est terminée, mais un homme va donner une nouvelle version des faits. « 10 mars 2000, plusieurs mois après son premier témoignage, Balland est de nouveau entendu par la gendarmerie de Chambéry et il va changer radicalement de discours. Il reconnaît avoir remis des enveloppes pleines d'argent à Hardy, mais en aucun cas pour commettre un meurtre. Il ne s'agit que d'un service qu'il aurait rendu à son ami Pignal. Il dit qu'un déménagement était prévu ce jour-là et que lui a servi d'intermédiaire en fait entre Hugues Pignal et Jean-Claude Hardy. Jean-Claude Hardy qui était censé donner un coup de main à Hugues Pignal pour le déménagement. Lui n'aurait fait finalement que alerter sur son tatou Jean-Claude Hardy pour qu'il n'oublie pas de se rendre au rendez-vous. Il nie s'être déplacé aux côtés de Jean-Claude Hardy et d'Hugues Pignal le matin du crime. Seulement après vérification de ses relevés téléphoniques, cette version ne tient pas. Très vite, les enquêteurs vont réussir à démontrer que Patrick Balland ne dit pas la vérité parce qu'il n'a pas reçu de coup de fil ce matin-là de Hugues Pignal. Même s'ils ne donnent pas les mêmes versions des faits, Jean-Claude Hardy et Patrick Balland sont d'accord sur un point, l'implication d'Hugues Pignal dans la mort de sa mère. Les gendarmes pensent enfin avoir compris ce qui s'est passé et voici leur hypothèse. La veille du meurtre, le 30 décembre 1996, Hugues Pignal reçoit 2 sommations d'huissier. Il doit 200 000 francs, il est ruiné et il sait qu'il va perdre son club de squash. Comme à chaque fois qu'il a besoin d'argent, il se tourne vers sa mère. Il l'appelle pour prendre rendez-vous pour le lendemain. Le 31 décembre à 6h45, Patrick Balland contacte Jean-Claude Hardy, puis le récupère devant chez lui dans une voiture conduite par Hugues Pignal. Une fois arrivé à Brison-Saint-Innocent, Hugues sonne à la porte de sa mère. Celle-ci n'attend son fils qu'1 heure plus tard. Elle se méfie et ouvre, un couteau à la main. Hugues pénètre dans la maison. Il lui demande de l'argent, mais sa mère refuse de lui en donner. Ils se disputent. L'échange dégénère. Et c'est à ce moment qu'il se saisit du couteau et la poignarde. Alertés, ses complices le rejoignent. Putain, je l'ai tué là. Croyant Anne-Marie Pignal morte, il décide de prendre la fuite. Je te donnerai de l'argent, je te dédommagerai, je te jure, je te dédommagerai. T'as bien vu, c'était un accident. Hugues Pignal raccompagne les 2 hommes, puis vers 7h10, il se rend dans le centre d'Aix-les-Bains pour se construire un alibi. Il achète des pains au chocolat et le journal. Heureux hasard, il croise son ami Stéphane Chaban. Il rentre chez lui vers 8h, avant de recevoir le coup de téléphone de sa sœur, 10 minutes plus tard. Grâce à cette thèse des enquêteurs, Hugues Pignal est mis en examen pour le meurtre de sa mère. Personne ne se doute alors que l'un des témoins les plus importants est sur le point de disparaître. « 21 juillet 2000, sur le lac du Bourget. Ce jour-là, Patrick Balland fait une sortie en bateau en compagnie de sa femme et d'une amie. Pendant que les 2 femmes se reposent et prennent le soleil sur le bateau, lui décide curieusement de nettoyer la coque. Et donc, à un moment, sa femme va entendre un bruit, un plouf. La femme de Balland se précipite. Elle ne voit plus son mari, ni sur le bateau, ni dans l'eau. Les heures passent.
et Patrick Balland ne réapparaît pas. Et M. Balland a disparu dans l'eau. Des recherches sont lancées. Pendant plusieurs jours, le fond du lac du Bourget est inspecté. Mais on ne retrouvera jamais Patrick Balland. Pour les enquêteurs, il ne peut s'agir d'un accident. Sur les 9 ans que j'ai travaillé sur Chambéry, chaque fois que quelqu'un s'est noyé dans le lac du Bourget, on l'a retrouvé. Et à part l'hypothèse d'un malaise cardiaque, brutal, la noyade me semble peu plausible. À quelques mois du procès de Hugues Pignal, la disparition de Patrick Balland intrigue. Se serait-il suicidé ? Craignait-il peut-être ce procès dans lequel il s'apprêtait à être jugé pour complicité d'assassinat et non-assistance à personne en danger ? Il va envoyer, quelques minutes avant sa disparition, et alors qu'il est déjà sur le lac, un SMS à sa maîtresse de l'époque, qui pour les enquêteurs ressemble à un SMS d'adieu. Est-ce que c'est un SMS de quelqu'un qui va se suicider ? Je n'y crois pas davantage. Monsieur Balland n'était pas du genre à se suicider, en tout cas, il ne se serait pas pris de cette façon-là. Très vite, une autre hypothèse est évoquée. Aurait-on cherché à éliminer ce témoin gênant ? Est-ce que cette disparition dans le lac n'est pas aussi une disparition très opportune pour faire disparaître un témoin gênant qui aurait pu être très important au moment du procès? Quelle aurait été la couleur de ce dossier en présence de M. Balland? Qui savait des choses, Patrick Balland, et il aurait été intéressant qu'il aille un peu plus loin dans ses dépositions. Aussitôt, les regards se tournent vers Hugues Pignal, celui à qui la disparition de Balland profite le plus. Les enquêteurs, évidemment, apprenant cela, vont s'intéresser de près à cette mystérieuse disparition. Ils vont curieusement s'apercevoir que Hugues Pignal a fait l'acquisition récemment d'une tenue de plongée. Hugues Pignal aurait-il fait disparaître son ex-complice Balland ? Cette thèse alimente toutes les rumeurs. Vérification faite, à l'heure où Patrick Balland disparaît, Hugues Pignal est en train de signer son contrôle judiciaire, sa présence donc à la gendarmerie d'Aix-les-Bains. Et donc il a, comme qui dirait, un alibi en béton pour ne pas être lié à la disparition de Patrick Balland. Dernière spéculation, celle d'une disparition volontaire. Patrick Balland a-t-il voulu se soustraire à la justice ? On s'est dit, est-ce que par hasard, il n'aurait pas pris la fuite ? Tout est possible dans la vie. Hein. Elle est tout à fait plausible parce que il y a du monde sur le lac. Monsieur Balland est un homme qui est capable de nager entre deux eaux après avoir pris suffisamment d'air pour s'éloigner discrètement du bateau. C'est un homme qui est capable d'être pris en charge par un plongeur qui vient à sa rencontre et qui lui donne un peu d'air, toujours sans ressortir à la surface. C'est un homme qui est capable de ressortir un peu plus loin derrière un bateau qui se trouve à proximité, lequel bateau peut s'éloigner discrètement avec M. Balland à son bord sans que personne ne s'en rende compte. Ça n'est qu'une hypothèse, bien entendu. Le principal témoin a disparu et le dossier ne contient toujours aucune preuve matérielle. À la veille du procès, l'accusation est singulièrement fragilisée. Et si Hugues Pignal était innocent ? 27 mai 2002, c'est en homme libre qu'Hugues Pignal se présente devant la cour d'assises de Chambéry. Et malgré la gravité de son chef d'inculpation, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il semble détendu. Il rentrait de Corse. Il était extrêmement décontracté, presque arrogant. Et il avait un comportement assez étonnant pour quelqu'un qui était accusé du meurtre de sa mère. Il avait un côté matamor. Ouais. Il roulait les mécaniques. Il était d'ailleurs pas mal physiquement, mais il vous disait toutes les femmes sont folles de moi. Vous voyez, c'était un bleur, sûr de lui par l'argent qu'il avait. Si dans un premier temps, Hugues Pignal séduit le public, il va rapidement montrer un tout autre visage, notamment lorsqu'il évoque sa mère. Pour ma part, ce qui m'a aussi frappé, c'est que quand il parlait de la victime, il disait jamais ma mère, encore moins maman, c'était elle tout au plus.
on sentait qu'il n'y avait pas de rapport d'affection particulier avec la victime. Et ça a quand même pesé assez lourd, il me semble, dans le débat. Il se défendait fort bien. Il cherchait surtout à convaincre les jurés de son innocence, mais sur le plan des sentiments à l'égard de sa mère, en tout cas, moi, je n'en ai pas ressenti. Pour Jacqueline Dufournet, l'avocate générale de la cour d'assises de Savoie, Hugues Pignal est un fils intéressé qui a tué sa mère pour échapper à une situation financière catastrophique. Durant les 3 ans d'instruction qui ont suivi la mort d'Anne-Marie Pignal, Hugues a dépensé près de 23 millions de francs, soit près de 3,5 millions d'euros. C'est vrai que j'avais beaucoup insisté sur le côté patrimonial, sur cette haine que le fils avait envers sa mère, qui n'attendait qu'une chose, c'était qu'elle décède pour hériter. Et puis cette peur de cette vieille dame qui, en fait, a peut-être pas su entourer d'affection son fils, c'est possible, mais qui, en tout cas, vivait dans la terreur. Et c'est des éléments, c'est sûr, que j'ai sans doute dû mettre en évidence dans mon réquisitoire. De son côté, la défense de Pignal met en avant l'absence de preuves et pose des questions restées sans réponse. Si Pignal avait l'intention de faire du mal à sa mère, de lui faire peur, simplement, est-ce qu'il avait besoin d'être accompagné par 2 témoins? Autre question, pourquoi Anne-Marie Pignal n'a-t-elle pas dénoncé son fils dans l'ambulance? L'accusation a son idée. La victime a peut-être voulu épargner son fils et par là même l'honneur de la famille. Peut-être qu'elle l'a reconnu et qu'elle n'a pas voulu le dénoncer. En tout cas, elle a dit qu'ils étaient plusieurs, au moins 2. C'est tout. Les débats progressent. Hugues Pignal est confiant, peut-être un peu trop. Même s'il n'y a pas de preuves dans un dossier, il y a ce qu'on appelle l'intime conviction. Et ça, dans ce dossier, justement, je crois que ça a été très important parce que M. Pignal ne s'est pas présenté devant les jurés d'une façon très flatteuse. Donc, il était arrogant, il était prétentieux. Pour vous dire, il était libre, il allait manger en face du palais à midi. L'audience reprenait à 2h, il n'arrivait qu'à 2h30, 3h moins le quart. Donc tout le monde l'attendait, les magistrats l'attendaient, les jurés. On avait l'impression qu'il se comportait en seigneur et maître, que tout lui était dû. Après 5 jours de procès, le jury se retire pour délibérer. Hugues Pignal n'a aucun doute. Ce soir, il sera acquitté. D'ailleurs, Hugues Pignal avait prévu de convier une vingtaine de personnes dans un restaurant situé de l'autre côté, sur le trottoir d'en face de la cour d'assises, pensant qu'il allait sans doute fêter sa victoire devant la cour d'assises. 31 mai 2002, les jurés se sont forgés leur intime conviction. Le verdict tombe. Peut-on être condamné à 20 ans de prison sur un simple témoignage sans preuve, même si beaucoup d'indices semblent vous accuser? C'est ce qui est arrivé à Hugues Pignal, enfant adoptif d'un couple de riches industriels, accusé d'avoir tué sa mère adoptive dans sa... Hugues Pignal est condamné à 20 ans de prison. Un matricide qui, selon le jury, aurait été commis sans préméditation. Jean-Claude Hardy, pour sa part, écope d'une peine d'1 an de prison pour non-assistance à personne en danger. Surprise par cette décision, Viviane Pignal, l'épouse de Hugues, est révoltée. C'est inadmissible qu'au jour d'aujourd'hui, Hugues soit condamné à 20 ans de réclusion sur l'intime conviction et sinon sur des faits, des preuves tangibles. 1 an et demi plus tard, la condamnation d'Hugues Pignal sera confirmée en appel. Son pourvoi en cassation rejeté, pour la justice française, Hugues Pignal a tué sa mère, Anne-Marie, le 31 décembre 1996. L'homme est incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins, dans l'Allier. Il devrait en sortir à la fin de cette année.